Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Jérôme Cordelier, bonjour. Bonjour Alexis. C'est un très grand plaisir et honneur de vous recevoir à Radio J. Je crois que pour vous, Jérôme, c'est une première d'ailleurs. Oui, c'est une première. Je suis ravi d'être là d'ailleurs. Eh ben, on est ravis de vous accueillir en ce vendredi avec un livre. Vous nous arrivez avec un livre, un nouveau livre. Ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, c'est le sous-titre. Et le titre, c'est « Après la nuit ». Alors, ma question est très simple pour commencer. Après la nuit, effectivement, ça fait référence à la nuit de la Seconde Guerre mondiale, à la nuit notamment de la Shoah, mais plus largement de l'effondrement de toutes les nations démocratiques, et notamment de la nation française. Et donc, vous avez voulu, dans ce livre d'histoire, et d'histoire des idées aussi, raconter la contribution majeure d'un certain nombre de figures chrétiennes, essentiellement, à la reconstruction démocratique de la France. C'est un livre très, très intéressant, et je dois dire qu'il se lit un petit peu comme un roman, Jérôme Cordelier. Moi, en tout cas, je l'ai lu comme ça. Le roman de 10 années décisives, qui sont les années qui correspondent en gros à la 4e République, avant l'avènement de la guerre d'Algérie, pendant laquelle, autour du général de Gaulle, parfois en conflit avec lui, se déploie une intelligentsia, des hauts fonctionnaires, des préfets, etc., qui sont imprégnés de culture chrétienne et qui vont redonner à la France son armature, l'armature de l'État. Votre narratif, on va commencer comme ça, il va un petit peu à l'encontre d'une idée toute faite qu'on peut avoir, qui est en gros que dans ces années-là, on avait grosso modo que le choix entre le gaullisme et le communisme. Visiblement, c'était beaucoup plus compliqué sur le plan des affiliations spirituelles et politiques. Merci Alexis pour cette introduction. Bon, d'abord, après la nuit, pourquoi ? Parce que j'ai fait un précédent livre sur la résistance chrétienne. Donc ces résistants chrétiens, vous savez, on a beaucoup parlé, à raison d'ailleurs. Je l'ai étudié du pacte entre la hiérarchie catholique et le régime de Vichy, qui est indéniable. J'avais fait un long chapitre là-dessus. Une compromission des prélats sur laquelle vous revenez d'ailleurs dans ce nouveau livre, Après la nuit. Mais aussi, il y a eu tous ces religieux, ces prêtres, ces gens chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, qui se sont engagés contre le nazisme, et qui ont été même les premiers à s'engager contre le nazisme. Et donc ces gens, à la sortie de la guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, comme vous l'avez fort justement dit, et je vous remercie pour votre lecture très pointilleuse, ils vont reconstruire, ils vont se retrousser les manches et reconstruire le pays. Mais c'est une reconstruction qui est évidemment matérielle, économique, mais aussi politique, culturelle et spirituelle. Et entre deux forces, vous l'avez dit, donc d'un côté De Gaulle, qui est le chêne, on se souvient tous du dessin de Jacques Faisan, le grand chêne à l'ombre duquel il est très difficile de pousser, et les communistes. Et donc ils vont créer une espèce de troisième voie, je sais que ça a été à la mode après de parler de troisième voie politique, pour essayer de reconstruire. Mais moi je maintiens, ce sont les premiers en fait, à prendre cette mission, cette haute mission qui est la reconstruction à la fois matérielle et morale de la France. Alors, il y a des figures politiques, on va les évoquer dans un instant, Georges Bidault, etc. Mais il y a aussi des figures purement spirituelles, on va dire, issues de la vie intellectuelle, de la vie philosophique. Emmanuel Mounier, Marc Sangnier, qu'est-ce qu'on peut dire de ces hommes ? Alors, Marc Sangnier, vous savez, c'est le père, on peut dire, spirituel de la démocratie chrétienne, en France en tout cas. C'est lui qui a créé le Sillon, en essayant de créer... Enfin, il est un peu le père du christianisme social, on peut dire. C'est un homme de gauche engagé qui veut faire des alliances entre des contraires, c'est-à-dire la bourgeoisie et les milieux ouvriers. Il veut rassembler les gens de toutes obédiences, à la fois politiques et spirituelles, dans un grand mouvement sociétal, dirions-nous aujourd'hui, pour irriguer un peu la France de manière positive. Si vous voulez, il y a eu les forces obscures, et bien maintenant, il faut des forces positives de reconstruction. Et Marc Sangnier... on citait les personnalistes, Marc Sangnier, Emmanuel Mounier, ils vont être dans cet esprit. Ils sont pas gaullistes du tout. Ah, pas du tout. Non, c'est vraiment la démocratie chrétienne qui va donner ensuite des gens comme Jean Le Canuet, même François Bayrou, d'une certaine manière. On peut dire François Bayrou, Jacques Delors, il y a plein de gens. J'ai même
interrogé pour ce livre Jean-Paul Huchon, qui m'a avoué Absolument. être dans ce courant, puisque Oui, alors ça, c'est un scoop du livre. Son grand-père travaillait pour Marc Voilà. Saunier. Ça, c'est un que je ne scoop du savais pas. livre. Jean-Paul Huchon, donc ancien Ok. président de la région Et Île-de-France. surtout, DIRCAB, enfin, le père des rocardiens, si Voilà, on peut dire. figure du rocardisme, mais très marqué dans l'esprit des gens, évidemment, par son allégeance au Parti socialiste, on va dire grand ponte du Parti Voilà. socialiste. Donc, chrétien de gauche. En fait, il vient d'une tradition profondément chrétienne de Voilà. gauche, imprégnée même d'un certain catholicisme social, vraisemblablement. Exactement. Donc, tout ça, c'est dans la Mais alors, continuité de est-ce Sandier. il le met en lumière un peu parce qu'il a été interrogé par vous, en fait, il n'en parle jamais, sinon. Et Hein il s'est confié Voilà. à moi, si je puis dire, là-dessus. J'étais assez étonné d'ailleurs, parce que c'était pour une autre interview, et on a commencé à parler, et il m'a raconté toute cette histoire, et son lien notamment avec Votre Marc travail journalistique, vous êtes rédacteur en chef France, du service France, du magazine Le Point, nourrit en partie ce travail justement ben, d'investigation et d'histoire des idées. Bien sûr, parce que moi, ce que je veux toujours faire dans mes livres, c'est la grande histoire et la petite histoire. Et donc, c'est mêler à la fois les archives historiques et l'histoire en mouvement. C'est-à-dire faire un récit le plus vivant possible, donc en essayant de rencontrer des survivants, en l'occurrence des survivantes. J'ai vu pas mal de femmes qui ont été de grandes résistantes. Donc, je suis lié notamment avec Jacqueline Fleury-Marié, qui a été... Par votre famille, hein. Non, pas par Non. ma famille, mais je l'ai rencontrée. On a fait un livre ensemble, qui a été déportée à Ravensbrück, qui est une femme exceptionnelle, qui va avoir 100 ans le 12 décembre, qui vit encore, et qui est une femme hors norme. Odile de Vasselot, j'ai connu Geneviève de Gaulle-Antonios. Donc, vous voyez, ces gens qui racontent une fraction de la France. J'ai aussi, par le journal, pu rencontrer à de multiples reprises pour des grands entretiens l'abbé Pierre. Et on se souvient du cabotin médiatique qui était l'abbé Pierre, mais on ne se souvient pas de sa résistance. Ça a été un grand résistant. Et à la sortie de la guerre, il fait partie de ces reconstructeurs, c'est-à-dire par le mouvement Emmaüs, il va reconstruire aussi à son échelle, mais de manière avec grande ampleur, la France. Alors, quelle était l'idée de la France qu'avaient ces hommes, qu'avait le fils du philosophe Maurice Blondel, qu'avait aussi le père de la philosophe Geneviève Élisabeth de Fontenay. Je pense notamment donc à cette très belle figure que vous révélez en pleine lumière. Je connaissais évidemment son existence, connaissant bien Élisabeth. Henri Bourdeau de Fontenay, c'est un haut fonctionnaire. Il est le fondateur le cofondateur de l'École nationale d'administration, qui prend racine à ce moment-là. C'est le premier directeur, en fait. Voilà, elle est fondée le 9 octobre 1945. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner une sorte d'armature d'élite administrative à cet État français renaissant des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui avaient pactisé, qui avaient collaboré avec le régime de Vichy. Et Henri Pétain. Bourdeau de Fontenay, donc le père d'Élisabeth, c'est une haute figure de la résistance. Il est lié d'ailleurs au judaïsme par sa femme, issu de judaïsme odessite. Bien sûr. C'est visiblement un homme tout à fait admirable, que moi j'ai pas connu, comme vous, on l'a pas connu directement. Je pense pas que vous l'ayez connu, Jérôme. Non, parce qu'il est décédé il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Mais c'est un personnage, Henri Bourdeau de Fontenay, Un vrai comme vous l'avez personnage. dit, il Et est vous pétri de plein d'influences. Plein d'influences. Alors qu'il a une image, comme ça on se dit, c'est un aristocrate bourgeois, catholique bon teint, c'est plus complexe que ça. Voilà, et visiblement, donc c'est des milieux qui, dans les années 20 et les années 30, étaient quand même très influencés par la doctrine maurassienne, doctrine qui était combattue par l'Église catholique d'ailleurs, par parenthèse. L'Action française était mise à l'index. 1926. Donc ils sont façonnés par le maurassisme, mais visiblement, dans le cas de ce monsieur, de Henri Bourdeau de Fontenay, le choc de la Seconde Guerre mondiale va, comme d'ailleurs pour Daniel Cordier, que vous avez longuement rencontré, va les arracher à leur biotope maurassien de départ. Voilà, ce sont des gens de conviction, et surtout, ils sont tous issus de la résistance. Ce sont souvent des résistants de la première heure. Et donc, ces gens vont essayer de donner une armature, vous avez dit le terme, c'est le bon terme, une colonne vertébrale, en fait, à une France pour la remettre debout. En fait, l'idée, c'est qu'il faut remettre la France debout. Mais vous savez bien, et d'ailleurs, à notre époque, on a tendance un peu à l'oublier, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de remettre debout matériellement, économiquement. Il ne s'agit pas d'avoir seulement du pain. Il s'agit aussi de remettre debout l'âme des peuples, si on peut dire. De refaire circuler une sève spirituelle. Voilà. Et donc ça, c'est une sève spirituelle. C'est pas forcément une sève religieuse, d'ailleurs. La sève spirituelle, il y a aussi... moi, je pense, et je sais aussi que vous le pensez fortement par vos engagements,
il y a aussi un sacré républicain, un sacré qui n'est pas forcément religieux. Alors prenons-les justement ces hommes, hein, les personnalistes, on vient de les évoquer, le père d'Élisabeth de Fontenay, belle figure de haut fonctionnaire, hein, il est le premier directeur de un l'ENA. sens du devoir, un sens de l'intérêt général. C'est quoi leur idée de la France, si on doit la résumer? Quelle est leur idée de la France? Leur idée de la France, c'est une France debout, une France qui résiste, une France qui, à l'époque aussi, doit résister à la fois aux communistes, vous l'avez dit, mais aussi aux Américains. C'est-à-dire que De Gaulle est l'incarnation de ça. C'est-à-dire il faut les Américains, par le plan Marshall, qui est un peu le cheval de Troie, si on peut dire, des Américains, ils veulent mettre l'Europe à leurs mains. Et donc ces gens, ils ont une haute idée de la France. C'est-à-dire souvent, ce sont des gens qui appartiennent à des générations où ils ont le sens de l'histoire, en fait. Ils ont le sens de l'histoire, ils ont le sens du pays, ils ont le sens de la culture, et ils ont le sens, alors c'est peut-être un mot un peu pompeux, mais du bien commun. C'est-à-dire qu'ils ont le sens du bien commun, ils ont une vision de la société, ils ont aussi une vision de l'homme. C'est-à-dire que ce qui est important, je trouve, c'est l'humanisme. Et je termine là-dessus, Alexis, ils ont aussi ce qui manque beaucoup actuellement à la vie publique et à la vie politique, ils ont aussi l'idée qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Et donc, il faut se hisser à la hauteur de la mission et surtout savoir qu'il y a des choses qui nous dépassent. Là, le drame de notre époque, c'est qu'on veut tout contrôler. Et donc, mais il y a des choses qui nous sont supérieures. Et donc, à la fois dans l'esprit collectif, et donc aussi dans l'horizon collectif. Jérôme Cordelier, vous êtes avec nous ce matin sur Radio J, c'est passionnant. Après la nuit, ces chrétiens qui ont construit la France et l'Europe, 1945-1954, donc la décennie de la reconstruction. Chez Kalman Levy, votre nouveau livre Événements, donc on parle d'eux, de ces hommes, de ces femmes aussi, qui ont contribué très largement à redonner une armature de pensée à la France délivrée du nazisme et de l'occupation nazie. Et vous insistez, c'est logique, sur l'inspiration catholique de beaucoup d'entre eux. Chrétienne. Pas seulement catholique. Vous avez raison, il y a les protestants. Il y a les protestants. Et même des orthodoxes. Il y a les protestants. Alors, il y a quand même aussi, c'est un livre d'histoire des idées, mais c'est un livre qui éclaire aussi notre présent. Vous venez d'y faire allusion. C'est-à-dire qui éclaire ce qu'on peut appeler la crise des valeurs, le nihilisme rampant, le scientisme omniprésent et le renoncement à une conception, on va dire, transcendante de la personne humaine. Et donc vous citez des personnalités qui vous paraissent se situer aujourd'hui dans la filiation de ces reconstructeurs et de ces reconstructrices. Page 163, vous évoquez l'inspiration catholique du giscardien Jean-Pierre Raffarin, aux tenants de droite plus musclés, on va dire, hein, le LR François-Xavier Bellamy, qui se situe un petit peu, on va dire, à l'interface entre le sarkozysme et le zemmourisme, s'il faut mettre des adjectifs, en passant par les sénateurs Gérard Larcher ou Bruno Retailleau, bientôt invité d'ailleurs de Radio J, ou encore le centriste indépendant et engagé Jean-Christophe Fromentin, sans oublier Laurent Wauquiez, ou le nouvel élu qui monte sur la Côte d'Azur, le maire LR de Cannes, David Lisnard. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces hommes, par rapport à cet héritage intellectuel que vous investiguez? Dans ce passage, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, tout le monde dit la démocratie chrétienne n'existe plus. Oui, ça c'est le discours commun. Mais d'ailleurs, j'allais vous dire, il y a deux politiquement corrects dans le commentaire journalistique. C'est le PS, c'est fini. Voilà. L'espace du PS, c'est terminé. Et la démocratie chrétienne, c'est terminé aussi. Au-delà du PS, je dirais l'espace de la gauche raisonnable. Donc la gauche raisonnable et la démocratie chrétienne, c'est fini. Moi, je crois que tous les commentateurs politiques répètent ça en boucle. Moi, je pense que c'est que en fait, il y a beaucoup de personnalités, de gens qui ont été façonnés par ces héritages-là. Donc c'est pour ça que je citais eux. Alors évidemment, entre Bellamy et Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, il y a un espace quand même assez important. Mais par exemple, Laurent Berger est le produit de ça. Marine Tondelier, qui est la leader écologiste, elle est le produit de ça. Ils ont été formés à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Ouais, donc, et vous voulez dire que c'est le commentaire politique perd de vue des permanences structurantes, en quelque sorte, des sociologies politiques qui sont indépendantes des appareils. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je pense que ça irrigue quand même le tissu politique, social, culturel, si on peut dire. Et j'ose même dire que, alors beaucoup de gens disent, j'ai interrogé Alain Lamassoure par exemple, il dit ah non mais c'est fini. Enrico Letta, que j'ai interrogé aussi longuement, qui était l'ancien président du Conseil italien, il dit la démocratie chrétienne c'est fini et tout. Moi je pense que, puisque c'est un peu à la mode, heureusement ça revient à la mode, vous savez, le discours de la nuance, de la modération, donc la démocratie chrétienne
incarne un peu ce discours de la modération et que je pense avec une radicalisation des forces extrêmes des deux côtés, que ce soit à gauche ou à droite, il y a peut-être un espace pour plus de modération. Alors on revient au livre parce que c'est passionnant, c'est un livre d'histoire des idées, mais comme vous le savez très bien, les livres d'histoire des idées sont souvent des livres qui interrogent notre présent à la lumière d'une période choisie délibérément par leur auteur. C'est un peu le cas, bien évidemment. Dernière question d'actualité, puis on revient au contenu du livre et des personnes que vous nous donnez à découvrir, Jérôme Cordelier, ce matin sur Radio J. C'est passionnant. Macron, quand il fait ses classes à Châtenay-Malabry, en allant voir le vieux Paul Ricoeur, oui. voilà, qui est son mentor intellectuel, il s'inscrit peu ou prou dans cette filiation, on va dire, de l'humanisme personnaliste chrétien. Oh, écoutez, je pense que Emmanuel Macron, et d'ailleurs il le donne à voir encore, c'est un homme qui est en quête, en fait, qui est en quête de beaucoup d'influence. Donc je suis pas sûr que quand il va voir Paul Ricoeur, c'est parce qu'il essaye de prendre un peu beaucoup de sources, quoi. Et donc Ricoeur en est une. Donc la revue Esprit, donc voilà, il va, mais je pense que par exemple dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on retrouve quand même des gens qui ont été pétris par ça. Enfin, je veux dire, François Bayrou, c'est l'héritier un peu, on parlait de Marc Sornier tout à l'heure, c'est un peu cette démocratie chrétienne française. Philippe Grandjean qui a eu, et donc on rappelle quand même que François Bayrou a eu un rôle important. Enfin, si François Bayrou n'avait pas été là et n'avait pas donné la force d'appoint, eh bien Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu. En 2017, absolument, n'était pas élu. Et absolument. Philippe Grandjean qui était, vous savez, qui est un peu le père Joseph, si je puis dire, de la Macronie, il est issu de ce courant-là aussi du catholicisme social. Et donc, je pense qu'il y a des influences comme ça qui se font, un peu dans les sous-bassements de la société. Ce que je veux dire, c'est que cette influence-là n'est pas morte, malgré la déchristianisation, malgré le matérialisme ambiant, malgré le consumérisme. Il y a beaucoup d'influences. Et d'ailleurs, nous sommes à Radio J, on le voit bien à Radio J, il y a les influences spirituelles, les choses qui nous élèvent au-delà de nous-mêmes, eh bien, continuent à jouer leur rôle dans la société. Alors, on va venir aux relations juifs-chrétiens, puisqu'il y a eu des choses qui les ont troublés dans cette période. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, notamment les conversions forcés, entre guillemets, d'enfants juifs cachés, pour certains d'entre eux, pas tous naturellement, mais évoquons justement une figure issue du judaïsme qui va avoir un rôle très important dans ce qu'on a appelé, dès ces années-là, le rapprochement franco-allemand. Avec la RFA, naturellement, l'Allemagne démocratique, profondément pénétrée d'ailleurs d'idéaux de la démocratie chrétienne, hein, qui seront ceux ensuite de Helmut Kohl. La personnalité dont je veux parler, c'est le germaniste français Joseph Rowan, ou Rowan, hein, on dit Rowan en français, qui est né dans le judaïsme allemand. Hein, c'est un juif allemand de départ, d'une famille convertie. Enfin, convertie comme on l'était souvent en Allemagne, c'est-à-dire très superficiellement, pour des raisons sociales. Joseph Rowan, c'est une personnalité aujourd'hui injustement oubliée. Il a été un trait d'union absolument fabuleux entre les deux pays. Et donc, vous avez, moi je l'ai découvert en faisant ce livre. Hein. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, le livre de mémoire dont le titre m'échappe soudain, mais je l'ai mis dans le livre de Joseph Rowan, est prodigieux sur Absolument. cette période. Parce que Joseph Rowan, en fait, il était très proche d'Edmond Michelet, donc le catholique Edmond Michelet, très engagé. Et donc, il était au cabinet d'Edmond Michelet. Et Joseph Rowan va être le trait d'union. Là, vous faites bien de le dire. Et après, très proche aussi de Helmut Kohl. Helmut Kohl adoré, m'a dit Joachim Bitterlich. Bitterlich, vous allez voir Joachim Bitterlich, on va dire qu'il est la mémoire des années Kohl, qui était un peu... conseiller politique. Voilà, on peut dire toute proportion gardée, mais le Jacques Attali d'Helmut Kohl, en quelque sorte. Ça, et il vous dit, Jérôme, oui, ça c'est sûr que Joseph Rowan était un intime de Helmut. Parce que c'était une boîte à idées, en fait. C'était une boîte à idées, ils se parlaient tout le temps. Et donc, il adorait cet homme. Et je trouve que, par exemple, il y a que quelqu'un qui a une notion, une dimension spirituelle qui peut avoir ce genre d'idées. Par exemple, Joseph Rowan, à la Libération, il va prendre des officiers nazis, pas SS, hein, mais des officiers de l'armée allemande, en fait. Hein, et donc, il va les prendre dans les camps. Et il va les enfermer, si je puis dire, dans un autre endroit. Et il va essayer de les dénazifier. Donc c'est quand même une idée magnifique.
C'est-à-dire, il va leur faire passer des entretiens, il va leur faire défiler devant eux des personnalités comme Edmond Michelet, même Maurice Thorez. Et donc, pour essayer de Vous leur appelez ça, je redonner... crois, la rééducation, Voilà, c'est ça? c'est pour leur Voilà. redonner une nouvelle virginité politique Alors, et Jérôme sociale. Cordelier, c'est passionnant. On parle d'Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe aux éditions Kalman-Lévy. Un essai qui est un essai d'histoire, mais aussi d'histoire des idées, on l'a bien compris, Oui. sur des courants spirituels qui ont traversé la France de cette époque, dans sa reconstruction. Vous commencez d'ailleurs avec Georges Bernanos, La France contre les robots. On va dire ça, c'est vraiment le cœur du personnalisme chrétien, un peu Voilà. anarchisant, très résistant, puisqu'il Complètement était... d'actualité aujourd'hui. La France Alors contre allez-y, les robots. pourquoi l'homme du Minas Gerais, donc qui a au fond admonesté la France depuis sa ferme brésilienne, comme Stéphane Zweig d'une autre manière, pourquoi il est d'actualité justement selon vous, Il est Jérôme d'actualité Cordelier? parce que la France contre les robots, c'est il faut pas s'en remettre uniquement aux machines. Il Ouais. faut aussi que on soit habité de l'intérieur et les individus, mais aussi les peuples. Mmh. C'est-à-dire que chacun soit transporté par une idée qui nous dépasse individuellement et collectivement. Alors comme on a à Radio J un réalisateur d'excellente facture mais qui est très interventionniste et qui me fait signe qu'on n'a plus que 3 minutes, je vais Mais avec le résumer... sourire, hein, avec le Ouais, il sourire, est on très le voit sympathique, bien, c'est oui. Serge Surpin, on le salue. Un grand shalom à Serge. Alors, je vais résumer 2 questions en une. De Saint-Ex, qui, juste après la guerre, parle de ses contemporains plus desséchés que des briques. Donc, au fond, c'est la même inspiration. Lettre envoyée la veille de sa mort. Lettre quand même envoyée à la même incroyable. veille de sa mort. C'est donc le 30 juillet 1944, c'est Oui. ça? Bon. Jusqu'à ces reconstructeurs de la relation franco-allemande. Ça commence dans la période que vous évoquez, ça se produira après Avec une figure Adenauer, marquante, l'abbé Franz Stock, Bon. qui est une figure, et Adenauer, vous avez Adenauer raison, et grand personnage. on va dire et tous les grands de l'Europe, c'est-à-dire effectivement de Gasperi, etc. Quel est le- Gasperi, Schumann, Adenauer, Bon. l'Europe a été faite Bon. par ces chrétiens. C'est pas convaincus. seulement des reconstructeurs de la France aussi, c'est des reconstructeurs de l'Europe, Ah bah, c'est visiblement eux qui ces vont hommes. porter Bon. l'Europe sur les fonds baptismaux. Et alors c'est quoi leur philosophie? La philosophie commune au fond à tous ces hommes? La philosophie commune, je dirais, une idée du bien commun qui dépasse les intérêts individuels et un souci de l'homme, surtout. Mais pas un souci bêta de l'homme, un souci donc de la tradition à la fois culturelle, historique et de ce qui nous projette en avant collectivement. Alors on a Au encore sens une du minute. collectif. On a encore une minute, Jérôme Cordelier, c'est passionnant, on parle d'après la nuit. Quel était le rapport de tous ces hommes, de toutes ces femmes au judaïsme, à la foi juive, à l'existence juive aussi? Alors, un rapport assez... d'ailleurs, j'ai rencontré une femme qui est formidable, et je vous invite à l'inviter d'ailleurs à Radio J, qui s'appelle sœur Myriam Sels, qui est une femme qui a été enfant caché, juive pendant la guerre, et donc qui après s'est convertie au catholicisme, est devenue une religieuse catholique, mais sans renier sa foi, son judaïsme. Et comme d'ailleurs le cardinal Lustiger. Absolument. Et donc c'est un personnage, elle vit toujours, elle a plus de 90 ans, et donc elle essaye, elle, de faire cette synthèse, on peut dire, entre le catholicisme et le judaïsme, puisque de toute façon, le catholicisme est enfant du judaïsme. Et il y a l'abbé Alexandre Glasberg aussi, on n'a pas le temps de l'évoquer. L'abbé Glasberg, formidable. Mais trait d'union aussi, trait d'union entre le personnage, christianisme et le trait d'union judaïsme. formidable, juif ukrainien, converti, et qui après va s'impliquer dans l'amitié judéo-chrétienne et va faire cette courroie de transmission dans les camps de réfugiés et après la guerre. Autre figure très importante, et j'en ai fini là, avec Pierre Chaillet, qui est, vous savez, le fondateur de Témoignages chrétiens, et c'est une histoire qui m'a absolument passionné et à laquelle je consacre un chapitre, qui va s'efforcer pendant la guerre à rendre tous ces enfants qui ont été cachés dans des familles chrétiennes et dans des couvents chrétiens à leurs familles juives d'origine. Et donc, vous savez qu'il y aura un grand imbroglio, on peut dire, politico-diplomatique entre le Vatican et les autorités juives. J'ai interrogé le grand rabbin Haïm Corsia là-dessus. C'est un moment de l'histoire complètement oublié et qui est fascinant, mais on est à la fois dans la tragédie intime et dans le drame collectif. Alors, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous demander, Après la nuit, c'est votre nouveau livre, on vient de le commenter à Sceaux et à Grand Bad, mais c'est passionnant ce matin, Jérôme Cordelier sur Radio J. Le prochain, ça sera quoi? Écoutez, je vais essayer de creuser mon sillon, comme dirait Marc Sornier. Donc ces époques me passionnent, et surtout ces engagements me passionnent, et donc je vais continuer. Ok, à bientôt sur Radio J, et en attendant un très bon Shabbat à vous, Jérôme Cordelier. Merci Alexis, et puis merci à tous pour votre accueil.
c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.